En France, une délégation des Gilets jaunes est reçue par le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon en ce début d'après-midi. Des porte-paroles de la délégation officielle sont donc reçus à la veille de l'acte 3 de leur mobilisation. On retrouve Frédéric Pierru, sociologue à l'Université de Lille et chargé de recherche au CERAPS. Bonjour. Le Premier ministre a accepté de rencontrer des Gilets jaunes. C'est un premier pas positif. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est un premier pas positif. On sent bien qu'il y a eu une période de flottement de la part du gouvernement, puisque le mouvement des Gilets jaunes est largement un mouvement spontané, donc sans porte-parole officiel, donc qui en quelque sorte, c'est un mouvement qui rompt avec le rituel des rencontres et des négociations entre les représentants, le gouvernement et par exemple les partenaires sociaux. Donc effectivement, c'est une bonne chose que les Gilets jaunes, ou en tout cas les porte-paroles que les Gilets jaunes se sont donnés, rencontre le gouvernement pour désamorcer une crise qui risque quand même de s'enquister dans le temps. Pensez-vous qu'une négociation soit possible entre le gouvernement et un tel mouvement ? Ça va être compliqué, hein, parce que effectivement, on n'est pas dans le cadre de bureaucratie, je dirais, syndicale, où en quelque sorte le sommet des organisations syndicales tiennent leurs troupes, ou en tout cas sont en mesure d'entraîner leurs troupes derrière des négociations et le résultat de négociations. Donc les porte-paroles des Gilets jaunes seront toujours des porte-paroles contestés et contestables, c'est-à-dire qu'ils sont largement autodésignés, et donc il sera très difficile pour eux de rallier les troupes des Gilets jaunes qui fonctionnent de manière réticulaire en réseau autour des résultats qu'ils pourraient obtenir en discutant avec le gouvernement. Donc c'est bien qu'ils aient des porte-paroles, mais ce sont toujours des porte-paroles fragiles liées à l'organisation en réseau des Gilets jaunes. Quelle analyse sociologique faites-vous de ce mouvement ? C'est la périphérie contre le centre, ceux d'en bas contre ceux d'en haut ? D'abord, il y a un contexte. Il y a un contexte qui est, depuis 2010, on assiste, et notamment depuis 2012, enfin, dans le sillage de la crise de 2008, à une politisation de la question fiscale. Et on se souvient que même sous le quinquennat de François Hollande, la question fiscale, l'idée d'une grande réforme fiscale, de justice fiscale, était déjà en haut de l'agenda politique. Alors, effectivement, Emmanuel Macron a pris des mesures fiscales au tout début de son mandat qui profitent plutôt aux plus aisés, voire aux très aisés. Et ces résultats, enfin ces mesures n'ont pas produit les résultats attendus en termes notamment de relance de l'économie et de croissance. Donc on va il y a une dynamique de moyen terme de politisation de la question fiscale. Alors le soutien que les Gilets jaunes ont dans la population, puisqu'on a avancé le chiffre de 84%, ce sont des soutiens hétérogènes. C'est-à-dire qu'effectivement il y a une partie des classes moyennes qui soutiennent ce mouvement. Ce mouvement, c'est un peu comme le plan Juppé en 95. La population soutenait ce mouvement par procuration. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, et là, on est un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a une partie des catégories moyennes qui, effectivement, ont payé l'ardoise fiscale, notamment pour combler et réduire les déficits pour faire plaisir à l'Europe. Et donc là, il y a un ras-le-bol fiscal. Par contre, il me semble qu'il y a toute une fraction dans les Gilets jaunes qui est plutôt des catégories populaires. On dit la France périphérique, mais j'aime pas trop cette notion-là, mais des catégories populaires qui, elles, font le lien entre la politique fiscale et la politique sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, pour eux, l'augmentation des taxes, c'est relié au délitement des services publics, à la concentration de l'emploi dans les grandes villes et à la désertion des services publics dans les périphéries urbaines. Donc, si vous voulez, il y a, je dirais, une composante de ras-le-bol fiscal des classes moyennes, mais il y a aussi une expression par la fiscalité d'une préoccupation sociale, c'est-à-dire d'une dégradation des conditions de vie et du pouvoir d'achat dans les catégories populaires. Et en 95, on se souvient qu'il y avait eu une fraternité au sein de la population. Comment vous interprétez également la présence importante des femmes dans ce mouvement ? Je dirais que dans les milieux, en tout cas les milieux populaires, vous savez, c'est souvent les femmes qui s'occupent de gérer l'argent des ménages. Donc elles sont en première ligne, si j'ose dire, pour mesurer aussi la perte de pouvoir d'achat. Par ailleurs, elles s'occupent aussi des enfants. Alors on peut le regretter, mais c'est souvent comme ça. Dans les milieux populaires, on reste quand même dans une division du sexuel du travail assez rigide. Et par exemple, elles voient bien la fermeture des classes, des écoles, la raréfaction
des médecins, hein, avec les déserts médicaux. Donc en fait, les femmes sont en première ligne pour mesurer aussi, parce qu'elles s'occupent des enfants, parce qu'elles s'occupent des ressources du ménage, le recul des services publics et le déclin du pouvoir d'achat. Donc ça explique assez bien pourquoi les femmes sont très présentes dans ce mouvement, avec quand même dans les commentaires parfois des contresens, dire ah, si les femmes sont dans le mouvement, ça va être bon enfant. Alors il faut relire quand même l'histoire des révolutions en France, hein. C'est pas parce que les femmes sont très présentes dans ce type de mouvement que ces mouvements vont être pacifiques et je dirais gentils, hein. Ça ne veut rien dire du tout. Alors vous êtes sociologue et on dit que ce mouvement est inédit. Est-ce vraiment nouveau dans l'histoire des mouvements sociaux ? Il est inédit parce que on voit bien que les catégories populaires sont largement exclues, et ça c'est une tendance de long terme, du jeu politique, hein. On observe depuis 30 ans une montée de l'abstention et une défiance, je dirais, à l'égard de toute forme de représentation, que ce soit des représentations politiques, syndicales. On a bien vu par exemple que les manifestations syndicales avaient du mal à entraîner depuis quelques années, et encore l'année dernière. Ce qui est inédit, évidemment, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Et à cet égard, bon, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais quand on pense au printemps arabe, on voit bien que, en quelque sorte, il peut y avoir une repolitisation de ces catégories via l'usage des réseaux sociaux, et justement en marge ou dans le refus d'abandonner sa parole à des porte-paroles professionnels qu'on soupçonne toujours finalement de trahir. Est-ce que la violence dénoncée par beaucoup de gilets jaunes ne risque pas de faire perdre le soutien à ce mouvement et de l'amener dans une impasse ? Il est sûr que la violence peut discréditer ce mouvement et entraîner en tout cas une certaine désaffection, une désaffection d'une partie des gens qui sont mobilisés dans le cadre des Gilets jaunes, parce que tout simplement, non seulement on est moins tolérant, on supporte moins la violence, mais surtout on n'a pas envie de se retrouver pris à partie dans des échauffourées urbaines. Donc le risque, effectivement, c'est que la partie la plus modérée fasse défection et que la partie la plus radicale continue de se radicaliser, auquel cas, effectivement, ça conduira à une répression, je dirais, policière et à une montée en tension qui verra, je dirais, les troupes des Gilets jaunes se réduire et s'affronter de plus en plus durement aux forces de l'ordre. Le mouvement, il se focalise, on l'a bien vu, contre le président Emmanuel Macron. On a entendu démission. Au-delà de sa personne, est-ce que ce n'est pas notre fonctionnement démocratique et notre système institutionnel qui sont mis en cause ? À l'évidence, c'est aussi et surtout ça que montre, au-delà de la question fiscale, c'est aussi et surtout ça que montre le succès des Gilets jaunes. Mais c'était une crise, je dirais, la crise démocratique est une crise de longue durée et qui ne cesse de s'aiguiser depuis 30 ans, hein. Il suffit de regarder les chiffres de l'abstention. Il y a une abstention structurelle qui monte en France, y compris d'ailleurs dans des élections comme les élections présidentielles qui généralement mobilisaient beaucoup les électeurs, et on voit bien que l'abstention augmente, et je rappellerai les chiffres quand même de participation aux législatives qui étaient dans le sillage direct de l'élection présidentielle, qui étaient très bas et qui était parmi les plus bas jamais observés sous la Ve République. Donc effectivement, je dirais cette forme de politisation en réseau des catégories sociales qui sont traditionnellement exclues du jeu politique traduit effectivement une crise des médiations politiques, syndicales. On voit bien que les partis politiques tournent à vide, on voit bien que les syndicats n'arrivent plus à mobiliser leurs troupes, qu'il y a une défiance vis-à-vis de toute forme de porte-parole, de professionnels de la représentation, et donc effectivement, ça manifeste aussi et surtout une crise démocratique, avec cette idée que le gouvernement, finalement, aura beaucoup de mal et est inquiet devant des formes d'action politique qui sortent des sentiers battus institutionnels. Merci beaucoup Frédéric Pierru pour votre analyse. Merci d'avoir été en direct avec nous sur France 24. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'Université de Lille. Merci à vous.